bonjour à tous. Je pense que vous connaissez tous dans l'histoire de France Louis XIV, Louis XVI, Napoléon. Ça, c'est dans le monde de l'histoire. Dans le monde du sport, il y a des grands noms. Marie-Jo Pérec en fait partie. Alors, vous êtes jeune, mais vous avez sûrement regardé les JO. Si vous vous intéressez un petit peu au sport, Marie-Jo a gagné 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. 2 fois en 400 mètres, une fois en 200 mètres, dont une année et le 400 mètres et le 200 mètres. C'était à Atlanta. C'est ça. Voilà. Marie-Jo, si vous avez suivi, j'espère, les Jeux Olympiques, était avec Teddy Riner, la dernière personne à porter la flamme olympique pour allumer. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est une grande personne du monde du sport. Et ce qui nous intéressait, effectivement, c'est que vous la rencontriez, de poser des questions, parce que être champion, être championne à ce niveau-là, nécessite des qualités humaines et de volonté uniques. Peut-être que parmi vous, il y aura les champions de demain, on l'espère, ou en tout cas des enfants épanouis dans ce qu'ils font. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est justement de pouvoir mettre en valeur la passion et de voir comment la passion, quelque part, la passion dans la musique, dans la danse, dans l'art, sert dans la vie. Et où est-ce qu'on vient puiser dans la force pour réussir sa passion, et quelque part voir comment aujourd'hui la passion sert dans l'éducation, et l'éducation aussi sert dans le sport. Voilà, donc c'est le but un petit peu de cet entretien. On est entre amis, voilà. Donc je ne vais pas faire toute votre carrière si... et je vous conseille vraiment de regarder un documentaire si vous avez Canal+ sur Marie-Jo, qui est un très bon documentaire qui résume, je dirais, toute votre vie ou toute la vie de championne, de femme, avec les hauts, les bas, les difficultés. Voilà, donc peut-être ma première question pour échanger, c'est de dire, effectivement, pour toi, en quoi comment est venue cette passion déjà pour l'athlétisme? Est-ce que c'est quelque part, et est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que quelqu'un t'a amené à ça? Ou c'est quelque chose qui t'est venu un petit peu de toi-même? Alors bonjour à tous, je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Moi je pars du principe que lorsqu'on a en fait un parcours comme le mien, on doit le partager, on doit le transmettre. Pour moi, une expérience qui n'est pas transmise, en fait, elle est perdue. Donc pour moi, c'est très important, en fait, de venir à la rencontre des jeunes. Alors moi, j'ai grandi en Guadeloupe en fait, j'étais une jeune fille qui courait tout le temps. Donc je passais mon temps à courir, à bouger. En fait, chez nous, on vit beaucoup en fait à l'extérieur. Donc moi, j'habitais à côté d'une rivière et je passais mon temps à aller à la pêche aux écrevisses, à grimper aux arbres. Donc en fait, chez moi, on a toujours bougé. Mais par contre, on n'était pas dans un club. Je n'ai pas pratiqué un sport dans un club. Et j'étais à un cours de PS, j'avais 16 ans. Ma prof, elle a demandé aux aux élèves de courir un 60 mètres. Et en fait, elle a cru que son chrono il était cassé parce que c'était beaucoup trop rapide. Donc elle m'a demandé de redémarrer et elle s'est rendue compte que je courais très vite. Et en fait, ma carrière, elle démarre comme ça, sur un cours à l'école. Mais pour moi, courir, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, je ne savais pas, en fait, à 16 ans, puisque j'étais en Guadeloupe, on était en fait une famille on était plutôt sur la pêche, sur des activités de là-bas. Et je ne savais même pas qu'en 84, c'était l'année des Jeux de Los Angeles. Je ne savais pas que les Jeux olympiques existaient. Donc en fait, je n'avais pas de rêve de devenir championne olympique. Mais le fait d'avoir cette passion, d'aimer courir, je me suis engouffrée dans ce chemin-là, avec l'envie de bien faire. Moi, ce que j'aimais, c'est de partir d'un point A
et d'aller au point B et en fait, de grandir, de découvrir, d'apprendre, d'essayer de faire tous les jours, de faire mieux. Et c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué de se dire, je répète quelque chose et j'ai envie de voir que tous les jours, je progresse en fait un petit peu. Moi, c'était quelque chose qui me faisait vraiment, qui m'intéressait beaucoup. Donc, je posais beaucoup de questions. J'allais voir. J'étais très curieuse. Je pense que ça, c'est très important lorsqu'on est en fait passionné de quelque chose. En fait, on va chercher toutes les informations qu'il faut en fait pour avancer. Ta question, je l'ai balayée. Ouais. Hein. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, tout ça pour dire que lorsqu'on est passionné, en fait, il n'y a rien qui nous arrête parce que en fait, on est carrément dans quelque chose qui nous fait vibrer. Le matin, on se réveille, on a envie en fait, d'y aller. Parce que on sait qu'on va découvrir d'autres choses, on sait qu'on va avancer et puis, en tout cas, le sport, c'est quelque chose où on est constamment en train de vouloir battre des records, de faire des choses qui n'ont pas été faites. Moi, ça aussi, c'était quelque chose qui me fascinait. En athlétisme, c'était très difficile pour des athlètes de gagner en fait 2 médailles d'or sur les mêmes jeux. Je me suis mise à rêver que je voulais faire ce genre de choses. Parce que pour moi, j'avais envie de marquer l'histoire. Mais tout ça, c'est la passion en fait, qui nous emmène en fait à ces choses-là. Et puis, moi, j'étais une gamine, j'étais très grande, je n'aimais pas l'école. Et pour moi, le fait de ne pas aimer l'école et de savoir que j'avais quand même cette chose, cette activité à l'école qui me permettait en fait d'être bien. Et quand je dis d'être bien, en tout cas d'avoir quelque chose où en fait je pouvais m'exprimer avec plaisir, avec envie. Donc pour moi, c'était vraiment l'endroit où je pouvais montrer tout mon potentiel. Donc j'y allais à fond. Donc la passion, c'est très important. Voilà. Donc, enfin, pas pour résumer, mais ça veut dire qu'en gros, pour les autres, tu disais c'est pas possible. Pour toi, tu disais si c'est possible. Et prouver à toi et aux autres qu'en fait, quelque part, ce qu'on disait pas réalisable et devenait possible. Et ça, à coup de petits pas, de petits progrès. Exactement. Et au fond de toi, tu savais que tu pouvais le faire. C'est ça, en gros. Alors, on ne peut pas dire qu'on sait qu'on peut le faire, mais en tout cas, on essaye tous. On essaye tous d'avancer et de se dire, si je reste là, si je suis assise et que je n'essaye pas, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc, moi, mon truc, c'était de dire, ils disent que ce n'est pas possible, et moi, j'essaye. J'essaye et je donne tout ce que j'ai. Je suis à 100% et quelquefois même plus. Parce que moi, quand je raconte mes entraînements aux gens, je dis, mais quand je faisais mon entraînement, pour que je sois sûre en fait, que les choses sont faites correctement, moi, j'allais jusqu'au vomissement, c'est-à-dire à l'épuisement. Et là, je pouvais rentrer chez moi et me dire, ta journée, tu ne l'as pas perdue. En fait, tu as fait les choses jusqu'au bout. Et ça, en fait, ça donne une confiance mais de dingue. Lorsqu'on a fait le travail qu'on doit faire, lorsqu'on l'a fait bien, on va se coucher bien, on dort bien, on se réveille et le lendemain, en fait, on repart mais avec une énergie de folie parce que on ne doit pas se mentir à soi-même, quoi. Et moi, j'avais trop peur d'avoir en fait des ambitions comme des grandes ambitions et de me mentir en fait à moi-même. Parce que ça, en fait, ça n'aurait pas eu de sens. En plus, quand on fait un sport comme ça, qui est un sport où on mesure la performance, on ne peut pas mentir. Quand on joue au foot, par exemple, on peut se cacher derrière le copain. Quand on court un 400 mètres, on se cache derrière personne. Si on ne s'est pas entraîné, si on n'a pas fait ce qu'il fallait,
eh bien, quand le chrono il a démarré, quand la course elle a démarré, quand tu es dernier, tout le monde a vu que tu es dernier. Donc ça veut dire que si tu es capable de courir en 50 secondes et que tu cours en 55, c'est qu'en fait, tu n'as pas fait le boulot nécessaire. Et donc, il ne faut pas se mentir à soi-même. Alors, là, on est dans une école, Nicolas. Justement, tu parlais de ton rapport à la Marie-Jo, de 13 ans, 15 ans à l'école. C'était qui c'était quoi ces rapports que tu n'aimais pas l'école mais c'était quoi ta relation à l'apprentissage, si je puis dire, scolaire? Il faut dire la vérité. Hein. Je vais dire la vérité. Je détestais l'école. Je détestais l'école. À 12 ans, je mesurais 1,75 m. En fait, j'avais grandi très vite et tout le monde me voyait. Et je suis sûre que ici, vous avez tous envie d'être pareil. Et je ne pense pas qu'on ait en fait envie de sortir du lot, c'est-à-dire quand on regarde dans la salle de classe, qu'on dépasse de 3 têtes les autres. On a envie d'avoir les mêmes tenues, la même mode. Et moi, j'étais carrément hors de tout ça parce que j'étais très grande. Je pesais 35 kilos. Donc, vous imaginez ce que ça faisait. Et mais j'étais vraiment pas bien. Et donc, l'école, c'est un endroit où je n'aimais pas être. C'était le lieu où j'avais pas envie d'être. Mais par contre, quand il y avait du sport, là, je pouvais montrer tout mon potentiel. Donc là, j'étais ravie. J'étais ravie parce que j'étais dans quelque chose où je m'exprimais très très bien. Et voilà. C'était les plus grandes et plus belles jambes avec Adrien 42. Mais ça, on le sait plus tard. J'ai envie de dire, justement, je reste sur l'école parce que je trouve ça intéressant. Tu avais une matière préférée? Alors, j'aimais la musique, le sport. Donc, vous voyez que je n'aimais pas les maths et la physique, ni la chimie. Mais quand même, sincèrement, je pense que avoir cette passion, faire du sport, ça m'aidait quand même parce que même si je n'avais pas envie d'y aller, je savais qu'à côté il y avait le sport. Et puis finalement, quand on prend en fait ce chemin-là, ce parcours-là, on sait très bien que en fait on nous demande d'être bon en fait dans les deux si on veut rester dans l'école. Moi, je suis arrivée à Paris à l'âge de 16 ans, donc j'étais à l'INSEP pour ceux qui connaissent. Donc c'est l'institut de sport qui se trouve à Vincennes. Et moi, j'arrive là et je sais que les règles, en fait, on doit être bon dans les deux. Donc quand même, je dois m'accrocher en fait aux études. Parce que je sais que j'ai envie de continuer le sport et donc je dois plus ou moins faire des efforts dans les deux. Donc en fait on apprend, en fait on s'accroche parce qu'on se dit je dois rentrer dans le moule, je dois avancer et les choses se font, elles se font avec douleur, mais pour la partie pour l'école. Mais vraiment, le sport permet de contrebalancer quand même le fait que ça ne me plaît pas, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je vois, tu as un fils de 15 ans. Et oui. Donc, quelque part, maintenant, ton regard de maman par rapport à l'école, c'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que tu lui dis ou autour justement, pas cette passion, mais comment tu l'aides à grandir, comment tu l'accompagnes en tant que... Parce que c'est dur de vivre avec une maman iconique, si je puis dire, ou alors mon fils, il n'aime pas l'école, mais il a 18 de moyenne. Donc on n'a pas de problème en fait avec ça.
c'est quelqu'un qui s'organise, il est en seconde, en fait il s'organise très bien. Mais moi, dès le départ, moi je n'ai pas fait comme mes parents, c'est-à-dire de mettre cette pression en fait sur les études. Moi j'ai dit, le matin, quand tu te réveilles, il faut que quel que soit ce que tu vas faire, fais-le avec amour, avec passion. Et en fait, nous, on demande, lorsque tu démarres en fait une activité, on lui dit, écoute, si tu t'inscris au tennis, c'est de septembre à juin, donc tu vas jusqu'au bout. Donc mon fils, il fait un peu de sport, il fait quelques activités, il fait du journalisme, mais en fait, tout ce qu'il fait, en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, il fait les choses correctement. Alors, bien sûr, hein, il a 15 ans, donc on doit quand même lui dire est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Je pense que vos parents, ils sont un peu comme cela. Hein. Mais pour moi, avant tout, c'est de se réveiller le matin et en fait d'avoir la banane, en fait, de faire quelque chose qui plaît. Donc, par exemple, mon fils, il a choisi de faire une seconde IB. C'est lui qui choisit. Nous, en fait, on ne fait pas le choix à la place du gamin. Parce que je pense, en tout cas, ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle nous a en fait accompagnés, puisque mes parents, ils n'étaient pas du tout de cette manière-là. Donc nous, on s'accrochait quand même sur le fonctionnement de ma grand-mère, puisque elle était plutôt dans de dire, vous choisissez telle ou telle activité et vous y allez et vous prenez du plaisir. C'était plutôt ça. Donc je répète un peu ce que ma grand-mère, en fait, elle nous a enseigné. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, d'une différence morphologique, qui était presque vécue pour toi comme un handicap, ce que tu disais tout à l'heure, tu en as fait une force, tu en as tiré ta passion. Ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on peut tous être un peu différents, effectivement, je suis entièrement d'accord. On a tous envie, quand on est jeune, de ressembler, enfin, de pas être différent. C'est pas forcément de ressembler aux autres, mais on ne peut pas cultiver cette différence. Mais pourtant, cette différence, on peut en faire une force et une arme. C'est ça qui est malgré tout intéressant. Après, ta carrière de sportive était finie. Tu as quand même envie de transmettre. Tu as des activités aujourd'hui où tu coaches un peu, tu encadres de jeunes champions. Alors en fait, moi je fais de la prépa mentale pour des athlètes de haut niveau. Avec un docteur en psychologie, on a accompagné pas mal de sportifs en fait pour les derniers Jeux. Après, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle les Étoiles du sport. Donc là encore, on accompagne beaucoup de sportifs en fait sur des parcours qui ressemblent un peu aux miens, en tout cas aux gens que vous connaissez. En fait, pour nous, c'est important. On se dit qu'on a eu la chance d'être accompagnés et en fait, quelque part, c'est une obligation en fait de venir, de raconter, d'expliquer comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi. Parce que je pense que lorsqu'on se réveille le matin, quand vous avez choisi telle ou telle activité, en fait, il faut savoir le pourquoi que vous voulez prendre cette direction-là. Je pense que ce sont des décisions qui ne se prennent pas en fait à la légère, parce que ce pourquoi, en fait, il va vous nourrir, il va vous emmener en fait sur réellement ce que vous voulez vivre ou faire en tout cas, pour moi, de connaître son pourquoi, c'est quelque chose de primordial. Donc, je ne sais pas si vous savez pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, mais je crois que c'est essentiel. Ouais. Je trouve dans la vie de sportif, il y a un truc que vous apprenez, c'est l'échec.
C'est-à-dire que quand on est sportif, on ne gagne pas toutes les courses. Et donc, quelque part, comment un sportif trouve la capacité de ne pas abandonner, de dire, puis ça c'est vrai pour un sportif, on peut dire aussi peut-être pour un élève, j'ai une mauvaise note, je ne fais pas ce que je veux. Où est-ce qu'on trouve sa force? Ou c'est quoi les moteurs pour un champion qui a vécu un échec, pour ne pas dire je laisse tomber ou allez, je vais encore me faire mal, pour rebondir? Ben, en fait, moi je dirais, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est le pourquoi on le fait. Et je pense que lorsqu'on sait pourquoi on le fait, quand on a un échec, le fait de savoir, de voir plus loin que cet échec, puisque en fait, ça n'est qu'une étape. On sait qu'on n'est pas arrivé, on sait qu'on doit travailler, qu'il y a un chemin en fait à parcourir. Moi, je trouve que ça aide vachement de savoir pourquoi je fais ça. Ça nous permet de repartir, de reprendre les bases, de les retravailler et puis d'avancer. Ouais. Après, on est champion, mais est-ce qu'il y a des gens, pour toi, forcément qui t'ont aidé et quelle est l'importance de l'entourage, que ce soit familial, que ce soit au niveau d'un coach, au niveau, voilà, le rôle de quelqu'un extérieur dans ta réussite ou qui t'ont aidé? Alors pour moi, c'était très important d'avoir en fait une oreille. Je pense qu'on choisit tous quelqu'un ou un petit groupe de personnes en fait qui ne nous mentent pas, qui nous disent la vérité. Qui nous permet d'avoir les pieds sur terre, de nous rappeler, ben oui, en fait, tu es sur ce projet-là, mais est-ce que tu es bien ancré dedans? Est-ce que tu n'as pas un pied de côté? Je pense qu'on a tous besoin en fait, de personnes pour nous accompagner et en fait, nous encadrer. Donc, alors, moi, j'étais celle qui mettait en fait les projets en place. Et puis, moi, j'avais une personne que j'appelais pour me soutenir. Donc, moi, c'était ma grand-mère. Et puis, derrière, moi, j'avais en fait le staff technique, donc le coach, le préparateur physique, le nutritionniste, le kiné, donc toutes ces personnes qui étaient autour pour faire en sorte que le projet, en fait, qu'on puisse arriver au bout. Mais je pense que quel que soit le projet qu'on a, c'est très difficile d'y aller seul. On a tous besoin de 2-3 béquilles pour pouvoir avancer, quoi. On a besoin d'avoir ces gens et je pense que c'est très très important de bien choisir en fait son entourage, de prendre des gens qui vont pas vous lâcher en route, des gens dans lesquels vous avez confiance, où vous savez que dès que vous allez lever le petit doigt, en fait ils vont être là pour vous rattraper si vous flanchez ou si vous avez pris le pied dans le tapis. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qu'on a identifiés au cas où. Parce qu'on n'est pas des machines, nous sommes des humains et on a tous besoin d'aide. Donc rester seul, c'est pas ce qu'on conseille. Voilà. Après, il y a des parents, après on va passer aux questions. Il y a des parents qui ont un enfant qui a une passion, alors dans le sport, ailleurs. Justement, toi qui en tant qu'enfant as eu une passion, tu parles de ta grand-mère, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ses parents? Est-ce que c'est de dire laissez-les vivre leur passion? Est-ce que sois bon à l'école et puis au cas où, et puis vis ta passion si, ça serait quoi ton message aux parents qui ont un enfant passionné? Waouh. Alors, moi, mon message, ça serait... Je ne vais pas te parler du record du 400 mètres, j'y connais rien, moi. Je te parle d'école. Non, mais moi, je dirais, en fait, d'être présent
Alors, quelquefois pas trop, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus en fait, étouffer son enfant. Je pense qu'il faut... en fait, je crois que les enfants, ils ont besoin de savoir qu'on est là, qu'on les accompagne, qu'au cas où, en fait, on pourrait, en tout cas, en fait, les rattraper. Alors, moi, dans le sport, on a beaucoup vu des parents dont c'était le projet. Et je pense que ça, c'est très, très difficile. Et je crois que dans les études aussi, c'est un peu comme ça. Quelquefois, les gens, ils veulent absolument que leur fils soit avocat ou je ne sais pas quoi. Et c'est très difficile, en fait, d'accompagner quelqu'un sur un projet qui n'est pas son projet. Je pense qu'il faut écouter l'envie de nos enfants et puis les accompagner parce que finalement, nos enfants, demain, on a envie qu'ils soient heureux parce que c'est ça le but dans la vie. C'est que plus tard, que ces adultes, ces enfants qui deviendront adultes, on a envie que quand ils se réveillent le matin, qu'ils aillent au boulot avec la banane, en fait, qu'ils soient dans quelque chose qui leur font plaisir, quoi. C'est ça la vie. Juste par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'études. C'est la première génération de parents qui veulent avant tout que leur enfant soit heureux. C'est la première génération. Il y a régulièrement, tous les 10 ans, des enquêtes faites. Et c'est la première fois où avant tout on dit « je veux que mon enfant soit heureux ». Et avant c'était, bah oui, effectivement, sois avocat et puis si tu as envie de faire du cinéma, tu feras ça à côté. Mais c'est la première génération. Peut-être une dernière question sur justement cette génération. Quand tu vois des jeunes athlètes que tu as côtoyés maintenant, qui ont 12, 15 ans, 16 ans, par rapport à toi à ce moment-là, quelle est la difficulté? Je vois, nous, par exemple, dans certains sportifs qu'on accompagne, ce besoin de médias, ce besoin de gérer les réseaux sociaux, cette protection qu'il faut mettre autour des champions, peut-être encore plus important aujourd'hui. Plus aujourd'hui, ouais. Et tu vois une différence sur la motivation, où en fait quelque part cette élite-là reste la même, ou les principes restent les mêmes? Alors moi je dirais que c'est un petit peu différent, parce que en fait aujourd'hui sportif de haut niveau c'est vraiment devenu un métier. Il faut savoir faire plein de choses et c'est d'ailleurs ce que nous on fait sur le programme des Étoiles du Sport. En fait on accompagne ces jeunes à prendre conscience de ce qui va vraiment ce qu'ils vont vivre, ce qui va leur arriver. Et c'est pas du tout la même chose. Alors moi je pense qu'aujourd'hui les sportifs ont beaucoup plus, en tout cas la jeunesse, elle a beaucoup plus d'informations, donc elle va beaucoup plus vite que nous. Elle est clairvoyante, en tout cas vous savez beaucoup de choses, et en fait, nous, on a le sentiment en fait, qu'on doit juste vous border un peu, faire en sorte que vous restez sur la route. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'accompagnement aujourd'hui qu'hier. Mais je pense que nous, en tout cas, lorsqu'on avait vos âges, on n'en était pas là. Donc, en tout cas, ça fait plaisir à voir et en tout cas, on est fiers de vous. Voilà. Une dernière chose, c'est une anecdote que je trouve extraordinaire, qui est quand tu as été sélectionné pour participer au championnat de France, suite à ce que tu racontais tout à l'heure, que tu allais très vite. Donc Marie-Jo a été envoyée en France, si je puis dire, pour participer au championnat de France. Et là, tu fais ta course de 400 mètres, et qu'est-ce qui se passe? Je suis disqualifiée. Ouais, pourquoi? Parce que j'avais marché sur la ligne. Voilà. J'avais couru sur la ligne. Parce qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas ces lignes. Non, c'était de la cendrée. C'était des pistes en fait très anciennes et on n'avait pas encore tout ce beau matériel en fait à disposition. Et, en fait, ils avaient juste oublié de me dire en courant, surtout ne mets pas le pied sur la ligne. Donc j'avais été championne de France mais disqualifiée. Ouais.
Souvent, ça tient à 2 centimètres. Et heureusement, ça a été détecté. Ils ont dit, OK, on passe outre ce petit incident. Mais ça montre que souvent, la vie tient à un détail, tient à pas grand-chose, aussi bien dans les opportunités que dans les échecs, et que toute sa vie, il y a des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Non, pas du tout. Au contraire, en fait, il faut se servir de toutes ces petites choses pour pouvoir avancer. Et moi, je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute, d'essayer d'attraper toutes les perches qu'on vous tend, de rester en alerte sur ce que vous faites. Parce que quelquefois, on peut partir sur un projet et puis découvrir autre chose en route. Et quelquefois, il faut prendre cette perche-là parce que ça va vous emmener à quelque chose d'incroyable. Donc, il faut vraiment rester ouvert. Merci beaucoup, beaucoup. Si tu as encore un petit peu de temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Marie-Jo est là. On peut applaudir. Merci. Une question ? Vous avez parlé des préparations psychologiques auxquelles vous participiez pour les futurs champions. Et on se demandait, c'était quoi votre préparation mentale à vous avant chaque course en compétition ? Alors, ça c'est une très bonne question parce que moi, lorsque j'étais en compétition, en fait, c'est un monde qu'on ne connaissait pas, la préparation mentale. Mais moi, j'avais en fait 2-3 petites choses que j'utilisais et j'ai appris quand on a commencé en fait à parler de la préparation mentale. Moi, j'ai appris en fait que je faisais de la visualisation. Alors, moi, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Je suis en finale en fait des Jeux et j'ai très peur, donc je rentre pour la finale, je rentre dans le stade et il y a 80 000 personnes dans le stade. C'est d'un stress incroyable. Donc moi je rentre, j'ai tellement peur que j'ai l'impression que je suis une petite fourmi. Je me dis mais en fait ils vont tous m'écraser, ils vont m'écraser. Et on a à peu près 100 mètres pour aller en fait au départ. Et j'ai très peur, j'ai le cœur qui bat, j'ai l'impression qu'il va sortir tellement il bat fort et vite. Et en arrivant derrière le start et tout, j'entends tout ce bruit dans ce stade. Et je regarde sur l'écran, je vois que je suis en plein écran. C'est très très dur en fait à vivre tout ça. Et beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et je dis, mais de toute façon, t'es prête, t'as tout fait, ça va aller. Donc j'essaye de me parler et je suis derrière le start et je crois que je vais exploser, tellement je suis pas bien. Et d'un coup, je pense à la Guadeloupe et je pense en fait à cette rivière que je vous ai parlé. Moi, j'habitais juste à côté de cette rivière et je passais mon temps avec tous mes voisins, mes amis, en fait, à jouer. Et puis d'un coup, j'ai cette image qui vient dans la tête. Et puis d'un coup, le bruit de l'eau, le bruit de la rivière, le cri des enfants. Et en fait, ça me calme. Ça me calme et je ne sais pas pourquoi. Mais cette image-là, cette pensée-là, d'un coup, mon cœur, il revient en fait à la normale. Et je me dis, waouh, mais ça me fait du bien, en fait, de penser à chez moi. Et ils disent à vos marques, bref, je fais ma course. Et derrière, je me dis, mais en fait, pourquoi, quand j'étais là, j'avais peur, j'étais pas bien, pourquoi, en fait, d'avoir pensé à ça, pourquoi ça m'a fait du bien et pourquoi j'ai pu, en fait, contrôler, ces battements de cœur. Et tout le reste de ma carrière, je suis allée chercher cette image-là à chaque fois parce que j'avais trouvé un outil, parce que c'est ça en fait,
j'avais trouvé un outil qui finalement, en fait, me faisait du bien. Et quand j'ai arrêté ma carrière, on a commencé à parler de la prépa mentale. J'ai rencontré cette personne avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et il m'a expliqué que c'était en fait de la visualisation. Et donc moi, j'avais développé un petit outil qui me permettait, et je pense que tout un chacun, en fait, vous le faites. C'est juste que vous ne faites pas vraiment attention. Qu'est-ce que vous utilisez quand vous allez faire un contrôle, qu'on commence à dire « Ah là, je suis embrouillée là, est-ce que c'est bien ça ?» En fait, il suffit de trouver quelque chose qui vous rappelle mais un moment agréable, quelque chose qui vous fait du bien. D'un coup, en fait, on se détend et puis on peut partir sur ce qu'on a à faire. Un examen, un contrôle, je ne sais pas. Enfin, c'est la même chose si certains ont déjà une anesthésie générale. Quand vous êtes endormi, on vous demande de penser à une image, une belle image et tout. Et là, vous réveillez presque de bonne humeur. Enfin, voilà. Donc de visualiser des images belles, positives. Chacun a les siennes. Effectivement, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour Madame Pérec, je me présente, je m'appelle Lazare Forgue et je suis en première. Pouvez-vous nous conseiller un livre ou un film qui vous a inspiré dans votre vie ? Waouh. Alors, nous, de notre époque, moi je dirais Rocky 1. Rocky 1. Je pense. Et puis, je ne sais pas, il y a quoi ? Il y a une vingtaine d'années peut-être. Comment il s'appelle ce garçon qui était danseur, Elliot. Elliot, ouais. Ouais, moi je pense ça. Et puis un livre peut-être L'Alchimiste, je pense. Ouais. Voilà. Et le sportif qui t'a le plus, pas admiré, mais enfin, tu dis, ça, c'est... Alors, moi, ma mamie, en fait, elle était fan de Mohamed Ali quand j'étais enfant. Et en fait, pour moi, c'est la plus belle figure du sport qu'on ait jamais eue. Encore une petite question ou... Cheerleaders. Que faisiez-vous après une victoire ? Alors, en fait, moi, j'étais soulagée. Alors, lorsqu'on regarde en fait, le sport, souvent, les sportifs, ils sautent de joie, enfin, ils explosent. En fait, pour moi, c'était tellement important de gagner. Il y avait tellement de pression que moi, ça se traduisait par ouf, c'est bon, j'y suis arrivée, je l'ai fait. Donc, c'était plutôt ravie que ce soit terminé, que c'était plutôt ça, quoi. Ouais. C'est bon, j'ai réussi. Donc, ouais, c'était ça. Ouais. J'ai peut-être une analyse complètement fausse. J'ai l'impression que tes premières courses, à la fin, tu étais pliée en deux. Je suis épuisée. Épuisée, ouais, je suis épuisée, mais qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu étais de plus en plus droite. Je me suis entraînée aussi pour ça. Ah ben voilà. J'ai remarqué. Ouais, je me suis entraînée pour faire un tour d'honneur avec le drapeau. D'accord. Mais c'était plus de l'apaisement, ouais, je dirais. Ouais. Tout à l'heure, vous nous disiez justement que vous n'étiez pas forcément fan de l'école. Mais est-ce que vous avez un enseignant qui vous a particulièrement marqué ? J'ai eu une prof d'espagnol qui m'a beaucoup marquée. Donc, j'étais bonne en espagnol cette année-là. Sur ce prof qui inspire. Ouais. Et pour finir, on vous a vu au JO 2024. Et donc, qu'en avez-vous pensé ?
Non, mais je pense que c'était la plus belle fête du sport qu'on ait eue, parce qu'en fait, on a pu entraîner la population avec nous, et en fait, on a rendu les gens heureux. Et moi, je reviens toujours à cela, hein, de voir les gens heureux, de faire des choses qui nous font du bien, le bien-être. Et je trouve que, en fait, on a passé des moments incroyables, que ce soit les Jeux olympiques ou paralympiques. D'ailleurs, je pense que les paras, pour nous, ils ont été extraordinaires parce que moi, j'aime à dire que quand on n'a pas de handicap, faire du sport de haut niveau, c'est déjà quelque chose d'immensément grand et c'est très dur. Donc moi, quand je regarde les Paralympiques, pour moi, d'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais en fait, pour nous, c'est des dieux parce que ils font ça avec un handicap, quoi. Donc c'est juste fabuleux. Et je pense qu'en fait, ils nous donnent une vraie leçon de vie, de courage, parce qu'on se dit, mais s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire que nous en fait, c'est possible. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est eux les vrais modèles. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Tout ça, effectivement, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les trophées des passionnés, mettre en valeur effectivement des enfants, des élèves qui ont à la fois un parcours et autour de leur passion et de la scolarité exemplaire. Et c'est de valoriser justement le rôle de la passion dans ces études et des études à la passion. Donc je pense qu'on peut applaudir vraiment très fort Marie-Claude. C'est un honneur. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup.